Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui manquent de conviction. C'est très net à ce stade. À mi-séance, le CAC 40 est finalement dans le rouge. Une baisse de 0,8% pour l'indice parisien. Malgré la bonne tenue du titre LVMH, après la publication des résultats annuels du groupe hier, qui montre une accélération de la croissance sur la fin d'année, notamment pour la partie mode et maroquinerie, une croissance organique à 2 chiffres retrouvés, notamment pour la marque Louis Vuitton. Évidemment, c'est très solide et le marché continue d'accorder sa confiance au titre LVMH en bourse. On a vu à peu près les mêmes effets autour de Microsoft qui publiait ses résultats hier soir après la clôture des marchés américains. Là aussi, une croissance spectaculaire, très solide dans un contexte porteur quand même, il faut le dire, pour les valeurs technologiques. Le marché ne s'y trompe pas et achète les résultats de Microsoft. Le plat de résistance du jour, ce sera les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, à découvrir ce soir à partir de 20h heure française, suivi du discours de Jérôme Powell. Toujours intéressant de suivre évidemment la communication de la Fed dans un contexte où le premier trimestre américain s'annonce quand même un peu faible, avec toujours ces perspectives de reprise devant nous. Et puis à propos des marchés américains, on est de plus en plus focalisé sur ces phénomènes, ces épiphénomènes de spéculation intense liés notamment aux investisseurs particuliers. Un des derniers phénomènes en date s'appelle GameStop. Vous en avez peut-être entendu parler si vous suivez au quotidien l'actualité boursière. Ça fait déjà 15 jours, 3 semaines que le titre GameStop est devenu le fruit de l'investissement des particuliers, de la spéculation des particuliers qui en discutent beaucoup sur des forums boursiers, notamment sur un forum boursier spécifique sur le réseau Reddit. On a même vu Elon Musk hier qui apportait d'une certaine manière son soutien aux particuliers qui jouent le titre GameStop à la hausse et qui renverse d'ailleurs les positions des vendeurs à découvert. On a pas mal de hedge funds qui étaient à la vente sur ce dossier. Une entreprise compliquée, évidemment, on est dans le secteur de la distribution de jeux vidéo d'occasion, une entreprise qu'on a souvent cru en faillite et qui est donc aujourd'hui l'objet de spéculations intenses. Avant l'ouverture de Wall Street, le titre GameStop est en train de doubler à nouveau aujourd'hui dans des volumes très très conséquents. On a même vu sur une journée de bourse en début de semaine plus de pièces, de volume de titres échangés sur le titre GameStop que sur l'action Apple, pour vous dire aujourd'hui la frénésie qui s'est emparée donc de ces traders particuliers sur le marché américain. Le résumé complet des infos de marché à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès chaque jour depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 recule à la mi-journée après avoir passé une partie de la matinée dans le vert. L'indice parisien a en effet tenté un nouveau rebond porté par le relèvement des prévisions économiques du FMI hier, qui anticipe désormais une croissance de 5,5% du PIB mondial en 2021, emmenée par les États-Unis ou encore la Chine. Une tentative de rebond ce matin en lien également avec les publications de Microsoft ou de LVMH en attendant la décision de politique monétaire de la Fed ce soir, ainsi que la publication de plusieurs GAFA aujourd'hui. Sur le plan monétaire, tout d'abord, le consensus de marché anticipe une politique monétaire inchangée de la Réserve fédérale américaine alors que les discussions sont en cours sur le plan de relance proposé par Joe Biden. Sur ce sujet, Chuck Schumer, le leader démocrate au Sénat, a déclaré que son parti est déterminé à faire avancer les choses avec ou sans le soutien des républicains. Chuck Schumer qui évoque même l'idée d'un vote dès la semaine prochaine. Le leader démocrate envisage le vote d'une résolution budgétaire qui, si elle est acceptée, pourrait ensuite donner lieu au vote d'une réconciliation budgétaire qui ne nécessiterait plus qu'une majorité simple pour être adoptée. Un moyen clair de tenter d'imposer le timing d'adoption du plan à ses collègues républicains, après avoir estimé que ceux-ci seraient plus enclins à voter ces nouvelles aides à la mi-mars. Sur le front sanitaire, le gouvernement français se félicite de l'accord trouvé entre Sanofi et BioNTech. Celui-ci va permettre aux laboratoires français de venir en aide à la biotech allemande dans la fabrication des doses du vaccin développé avec Pfizer. Un accord qui devrait permettre de réaliser 125 millions de doses et qui rend la commande de vaccins de l'Union européenne réalisable selon la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher, alors que des retards de livraison ont été évoqués par Pfizer mais aussi par son concurrent AstraZeneca. Du côté des valeurs,
valeurs à suivre à présent aux États-Unis. Tout d'abord, Microsoft annonce une progression de 17% de son chiffre d'affaires à 41,3 milliards de dollars au dernier trimestre. Une activité portée notamment par le travail à distance en cette période de pandémie qui lui ont permis d'équiper bon nombre d'entreprises avec son offre Azure spécialisée en cloud computing. À Paris, LVMH publie un chiffre d'affaires annuel de 44,7 milliards d'euros, limitant ainsi son recul de chiffre d'affaires à moins 17% dans la période actuelle. Le résultat opérationnel courant, lui, ressort supérieur aux attentes à 8,3 milliards d'euros. Le résultat net du groupe recule de son côté de 34% à 4,7 milliards d'euros. Le groupe, qui a notamment été porté par ses marques Dior ou Vuitton sur la période, aborde l'année en cours, donc l'année 2021, avec une confiance prudente. Somfy annonce de son côté avoir enregistré une hausse de 6,1% de son chiffre d'affaires à données comparables, un chiffre d'affaires qui s'élève à 1,257 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année 2020. Et on notera également dans le dossier Veolia-Suez que Veolia a annoncé s'opposer à toute cession d'actifs stratégiques de Suez. On regarde rapidement ce qui se passe du côté des matières premières tout d'abord, qui reste globalement stable par rapport à hier. Le pétrole qui voit le baril de Brent s'échanger au-dessus des $56, tandis que l'once d'or s'échange, elle, juste en dessous des $1 850. Sur le marché des changes, l'euro-dollar reste à son niveau légèrement au-dessus des $1,21 pour 1 euro. Et on notera également que le rendement des emprunts américains à 10 ans reste aux alentours des 1,04%. Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et on parle du marché évidemment, comme chaque jour dans Smart Bourse. Premier invité de cette édition de la mi-journée, c'est Nourane Charer qui est à mes côtés en plateau, directeur de la gestion de Mansartis. Bonjour et bienvenue Nourane. Bonjour Grégoire. Votre sentiment de marché en ce début d'année? On a eu une fin d'année 2020 assez spectaculaire, notamment pour les marchés européens. Voilà, une fin d'année au finish pour les actions européennes à partir du moment où les vaccins ont été annoncés. Quel est l'état des lieux que vous dressez après un premier mois boursier? L'année avait très bien démarré. On sent quand même que le marché cale un petit peu depuis quelques semaines. Ça se voit peut-être d'ailleurs un peu plus en Europe qu'ailleurs, Nourane. Oui, c'est vrai qu'on a le sentiment aujourd'hui que les marchés financiers sont un peu décorrélés de la réalité économique ou en tout cas de la réalité sanitaire où on continue d'évoluer dans un climat assez anxiogène. Mais finalement, quand on prend un peu de recul et quand on regarde ça au niveau global, je mets de côté les épiphénomènes dont vous parliez tout à l'heure, on est, semble-t-il, sur un marché qui est assez cohérent, assez rationnel et qui reflète une certaine réalité économique. Quand on regarde ce qui se passe du côté des entreprises, si on a vu par exemple en 2020 les actions américaines et les actions asiatiques surperformer le marché européen, c'est parce qu'en fait on avait une certaine résilience dans la baisse de la croissance bénéficiaire des actions américaines et des actions asiatiques. On a eu une baisse à peu près de 15% des BPA aux États-Unis et en Asie, alors qu'en Europe, on était à moins 25%. Si on vient regarder de manière un peu plus détaillée le résultat des entreprises, que ce soit au deuxième, troisième ou plus récemment au quatrième trimestre, on s'aperçoit qu'il y a eu des surprises nettement positives sur deux indicateurs, la marge et le free cash, donc, et la trésorerie des entreprises. Et ça soulève, en fait, ça souligne, je dirais, deux choses. C'est que les entreprises se sont restructurées de manière très rapide et très forte, donc elles se sont adaptées à cet environnement économique. Et le deuxième élément, c'est que l'aide des États et l'aide gouvernementale a été un très fort soutien sur toutes les sociétés, quel que soit le secteur d'activité. Ça, c'est du côté des entreprises. Du côté des indicateurs économiques, bien évidemment, on va avoir quelques indicateurs qui fléchissent un peu là en ce début d'année, mais globalement, on est sur des indicateurs, sur une production industrielle qui a atteint, voire dépassé les niveaux de 2019, et une demande des ménages qu'on suit à travers les ventes au détail, qui, pareil, ont dépassé les niveaux de 2019. Donc, on n'est pas sur des marchés irrationnels, on est sur une crise qui est tout à fait singulière, avec une réalité économique et une réalité opérationnelle qui est très bonne pour les entreprises et pour l'environnement économique. Vous dites le marché, donc effectivement,
finalement très rationnel. La rationalité pour vous, c'est quoi? C'est plutôt LVMH, alors avec d'excellents chiffres sur la fin d'année, qui voit son titre gagner encore un peu de terrain aujourd'hui, au plus haut historique, avec des niveaux de valorisation importants, ou est-ce que c'est, je sais pas, le secteur des foncières, par exemple, aujourd'hui, Clépierre, Unibail, qui s'envole de 10, 15, 20% sur des phénomènes peut-être techniques de marché également. C'est quoi votre rationnel à vous dans ces marchés? On a eu aussi les résultats de Microsoft d'ailleurs, de Microsoft hier soir, effectivement spectaculaire. Et ben justement, si on prend justement les résultats de LVMH et les résultats de Microsoft, on a deux secteurs. Le secteur du luxe qui a plutôt bien traversé la crise et le secteur de la technologie qui a profité de cette crise-là. On parlait de rationalité des marchés. Regardez les résultats de Microsoft. Si on les compare aux résultats plus récents d'IBM, IBM a du mal en fait à monétiser ses actifs et donc n'a pas réussi encore une fois au bout de 8 ans à afficher une croissance positive, perd sur les marchés financiers 6% en 2020. Microsoft affiche une performance de 17%, arrive à afficher des croissances avec 160 milliards de chiffre d'affaires et donc réalise une performance de 45% en 2020. Donc on est bien sur des marchés, je dirais, qui sont rationnels et justement on le retrouve bien au niveau des secteurs. Donc il ne suffit pas d'être sur des secteurs porteurs, il faut effectivement être très vigilant sur les valeurs sélectionnées. L'autre élément, c'est qu'effectivement, quand on regarde les résultats de LVMH, ils sont impressionnant. On en parlait tout à l'heure, on est à plus 18 de chiffre d'affaires sur la mode et maroquinerie au 4e trimestre, après plus 12% au 3e trimestre. Il ne faut pas oublier que cette croissance est essentiellement due en fait à l'énorme croissance et à l'accélération de croissance sur l'Asie, puisqu'on est à plus 50% sur la demande asiatique sur le 2e semestre pour LVMH. Donc ça souligne quand même une chose, le modèle économique chinois est en train de vraiment se transformer et être, je dirais, validé dans cet environnement un peu compliqué sur l'environnement économique global. Et ça veut dire qu'à partir du moment où on fait ces choix et on choisit bien ces valeurs, la question de la valorisation n'est pas un problème, n'est pas un sujet. Ou est-ce que quand même, dans cet environnement, ça peut devenir un frein peut-être à la performance boursière de certaines entreprises? Alors c'est vrai qu'on parle souvent de l'écart de valorisation qu'on peut avoir entre les valeurs growth, donc les valeurs de croissance, et les valeurs value. Je vais faire un petit aparté sur le segment value. Le segment value, en fait, a opéré un rattrapage très fort depuis l'année dernière, depuis l'annonce des vaccins. Mais je dirais que ce rattrapage est plutôt lié, en fait, à un ajustement suite à un excès de valorisation qu'on a connu en mars de l'année dernière. Le segment value se payait 8 fois les bénéfices au plus fort de la crise en mars. L'historique sur ce segment-là, c'est 11 fois. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, on est à 13 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette prime sur les secteurs value par rapport à l'historique intègre une normalisation de l'activité. Maintenant, on va aller regarder les différents secteurs. Alors, ces secteurs-là, c'est les secteurs qui ont été le plus affectés par la crise. Ce sont les bancaires, l'hôtellerie, la restauration, etc. Regardons ce qui se passe du côté des bancaires. Il y a eu une étude de Standard & Poor's sur le sujet qui disait les banques françaises sont solides, elles sont capables d'absorber le choc conjoncturel lié à la pandémie. Oui, mais elles ne vont pas retrouver en 2021 les niveaux de rentabilité de 2019. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller chercher sur ce type de secteur-là des valorisations? Alors on se payait en 2019 0,6, 0,7 fois les fonds propres. Aujourd'hui, on est à 0,5 fois. Est-ce qu'on veut aller payer une valorisation excédentaire par rapport à une rentabilité qui est effectivement toujours en deçà? Et c'est la même chose pour l'ensemble des secteurs, que ce soit le secteur aérien ou le secteur de l'hôtellerie. Aujourd'hui, on va pas sur ces segments-là de marché, on ne va pas retrouver de normalisation de l'activité en 2021. On le sait, ça prendra beaucoup plus de temps. Ouais. Et donc ce secteur, ce segment de la cote, dit value, a déjà effectué son rattrapage pour vous, Nourane? En partie, tout à fait. Donc aujourd'hui, il faut plutôt regarder le fondamental, regarder si effectivement les valorisations sont justifiées par des niveaux de croissance résilientes, des niveaux de chiffre d'affaires importants, etc. Et on voit bien que sur les sociétés de croissance, donc les valeurs de croissance, soit elles ont déjà
rattraper les niveaux de croissance et de marge de 2019, soit elles sont bien au-delà. Et c'est vrai que de ce fait-là, une prime est largement méritée dans ce contexte d'environnement de taux bas sur ce type de valeur. On a parlé des résultats de LVMH, Microsoft, sans problème, c'est un sans faute pour ces grandes capitalisations boursières, ces grands baromètres mondiaux. Qu'est-ce que vous attendez des entreprises qui sont alors peut-être moins bien valorisées, ça rejoint un peu l'idée de la value, mais qui sont surtout affectées conjoncturellement, cycliquement par la pandémie, qui ne sont pas forcément des histoires structurellement value. Vous disiez tout à l'heure, on a des bonnes surprises sur les marges, y compris pour des sociétés qui sont en difficulté aujourd'hui en raison de la pandémie. De ce côté-là, il y a des opportunités d'investissement pour vous, Nourane ? Alors, bien évidemment, c'est-à-dire que là, on est vraiment plutôt sur une approche conjoncturelle et sur des valorisations qui sont liées effectivement à un environnement conjoncturel difficile. Pour ces sociétés-là, à partir du moment où en 2021, on a un scénario plutôt positif du côté de la croissance économique, il est intéressant d'aller chercher des sociétés cycliques pour jouer effectivement ce rattrapage économique. Maintenant, c'est vrai qu'on s'aperçoit que les aides des États, elle a été particulièrement forte dans certains segments de marché, mais je dirais qu'on n'est pas sur des valeurs qui sont très cycliques, on est plutôt sur des valeurs de services de type hôtellerie et restauration. Et on a vu dans ce segment-là de marché, c'est très étonnant, des sociétés qui ont vu une baisse de leur chiffre d'affaires de l'ordre de 15%, mais qui vont avoir une marge résiliente, voire une marge en progression sur l'année 2020. Mais ça, c'est vraiment lié, je disais, aux aides des États et on reste quand même sur des business models qui restent fragiles et qui ont été encore plus fragilisés par la crise actuelle. Ça veut dire que ce n'est pas un cœur de portefeuille, ça reste quand même un thème à jouer pour 2021, ce thème du cycle, de la réouverture des économies ? Je pense que vous parliez de thème de portefeuille. Je pense que très clairement, il y a 3 approches pour gérer un fonds. Il y a une approche court-termiste, opportuniste, donc où on fait effectivement peut-être du trading de valorisation, ce qui, à mon avis, il ne faut absolument pas faire. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller jouer de manière trop rapide les secteurs juste pour une décote trop forte. Et par contre, il y a une approche qui est conjoncturelle et structurelle. Sur l'approche conjoncturelle, bien évidemment, aujourd'hui, on va avoir progressivement un rattrapage du cycle économique, ou en tout cas une croissance économique plus vigoureuse en 2021. Donc, il faut être présent sur ce type de valeurs-là. Et de manière structurelle, il faut être présent sur des valeurs qui profitent en fait des moteurs de croissance structurelle de l'environnement dans lequel on évolue. Donc, je parlais tout à l'heure, c'est les consommations des classes moyennes émergentes, donc notamment asiatiques, l'innovation industrielle et technologique, et enfin toutes les préoccupations sociales liées au vieillissement de la population, qui est une réalité aujourd'hui. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier toute la transition énergétique, même s'il faut faire attention sur ce secteur-là et sur cette thématique-là. On revient sur la question de la valorisation quand même à un moment. On revient sur la question de la valorisation, notamment sur toutes les valeurs, sur les énergies renouvelables, etc. Mais les valeurs, les énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est plus des valeurs, je dirais, à comparer aux valeurs bancaires, c'est-à-dire c'est des sociétés de financement à long terme qui profitent donc bien évidemment des taux de relance, mais des taux bas. Donc attention, parce qu'on reste quand même sur des business models qui peuvent paraître fragiles et qui ne sont pas à grande visibilité. Il y a d'autres manières de jouer peut-être ce thème des transitions énergétiques, écologiques, que les pure players des énergies renouvelables, vous dites ? Bien sûr, d'accord. Bien sûr. C'est vrai que nous, on préfère être sur des valeurs industrielles, des valeurs chimiques qui sont adossées à des actifs réels, sur des business models qui, du coup, sont beaucoup plus visibles à long terme. Transition parfaite pour accueillir dans une seconde Roland Caloyan, le stratégiste responsable de la stratégie Action européenne de Société Générale CIB. Merci beaucoup, Nourane, d'avoir été avec nous en plateau. Nourane Charer, je le rappelle, directeur de la gestion de Mansartis. Roland Caloyan, donc je le disais, en plateau avec nous également, responsable de la stratégie Action européenne de Société Générale CIB. Bonjour et bienvenue Roland. Bonjour. Un mot quand même de l'environnement dans lequel évoluent les bourses européennes en ce début d'année. C'est quoi le problème avec l'Europe ? Reconfinement, cafouillage, et encore je suis gentil sur la logistique des vaccins, l'Italie qui fait à nouveau reparler d'elle, la BCE qui cherche toujours une communication la plus claire possible. On a l'impression qu'on ne sort pas de nos problèmes un peu structurels presque. L'euphorie du début d'année est un peu retombée sur l'Europe. Il faut dire aussi que les marchés avaient bien rebondi en fin d'année et intégraient déjà quand même
pas mal de bonnes nouvelles. On avait en point de mire en fin d'année dernière éventuellement un deal sur le Brexit, on l'a eu. C'est vrai. On avait aussi en point de mire les élections sénatoriales aux États-Unis, avec potentiellement un Sénat qui basculerait côté démocrate, on l'a eu. Donc j'ai envie de dire un peu les bonnes nouvelles et ce qu'on avait en tout cas visu, on les a eu. Ouais. Bon. Maintenant évidemment les fondamentaux, les résultats des entreprises vont reprendre le droit. On a aussi cette seconde vague qui inquiète un petit peu, mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un vaccin qui est aujourd'hui quand même distribué en Europe, plus ou moins vite, c'est vrai. Et puis on a un vaccin qui semblerait marcher contre ces variants. Donc le marché, évidemment, se dit, OK, c'est juste, on décale un petit peu la reprise économique. C'est du bruit. Voilà, on décale. Mais ça ne change pas, si vous faites une valorisation sur long terme, ça ne changera pas énormément votre prix cible sur les actions. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un marché qui ne fait pas grand-chose et on prête plus attention aux résultats des entreprises et aux fondamentaux en attendant de voir comment finalement le vaccin, l'impact que va avoir sur la crise sanitaire et donc sur la reprise économique. Et oui, exactement. Mais le cap, toutes choses égales par ailleurs, vous dites, Roland, ça reste quand même la réouverture des économies, l'efficacité des vaccins, ça reste le sens du voyage, quand bien même ce voyage prendra peut-être un peu plus de temps. C'est exactement aujourd'hui ce qui est joué par le marché. Et ce qui est important aussi, c'est que là, on parle de l'été. Si on écoute un peu les différents gouvernements, on sait que les gouvernements sont capables d'injecter pour soutenir l'économie. Donc, il y a ça aussi qui rentre en compte. On voit un plan de relance très important aux États-Unis, le quoi qu'il en coûte en France. Au niveau européen, il y a aussi un plan de relance qui a été mis d'accord, voté et qui va être injecté cette année. Donc là, effectivement, durant cette période-là, il y a quand même des mesures de soutien au niveau des gouvernements. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de panique dans les marchés, malgré un nombre de cas assez important. Cette capacité, effectivement, des gouvernements et des banques centrales, avec l'appui des banques centrales, de neutraliser, de compenser effectivement chaque phase de dégradation sanitaire et ses impacts économiques, elle reste intacte. Oui. D'accord. À l'heure actuelle, oui. Ah ouais. Bon, parlons action. Alors, effectivement, un des grands thèmes que vous portez, alors c'était l'idée d'un rattrapage. J'ose plus employer le mot value parce qu'à chaque fois, je me fais un peu reprendre. Mais d'ailleurs, vous faites une distinction. C'est plus le rattrapage des cycliques. C'est ça que vous mettiez en avant et que vous mettez toujours en avant, Roland. Tout à fait. On essaye de vraiment séparer les problématiques conjoncturelles des problématiques structurelles. Ah, exactement. Voilà. D'ailleurs, sur depuis le début de l'année, les valeurs value, enfin le segment value contre le segment growth ne fait plus grand-chose. D'ailleurs, ça fait bien 2 mois. On parle de cette rotation qui a été très brutale pendant 15 jours, 3 semaines après le vaccin. Et depuis 2 mois, il n'y a plus vraiment de tendance. D'ailleurs, si on regarde les grands secteurs qui surperforment depuis le début de l'année et qui performent très bien, on trouve la technologie, qui est plutôt croissance, et on trouve aussi les secteurs liés aux matières premières, qui est plutôt value. Ouais. Si on regarde les secteurs qui sont plutôt à la peine, on va retrouver la consommation non cyclique, l'agroalimentaire, etc., qui est plutôt classifiée dans croissance, et on va retrouver les foncières, alors avant peut-être le rebond aujourd'hui, les foncières, les télécoms qui sont plutôt classifiés dans value. Donc vous voyez, la distinction, elle n'est plus vraiment value croissance depuis le début de l'année, mais elle est plutôt cyclique, défensif. Et donc ça, c'est vraiment pour nous, pour se positionner sur les cycliques. C'est la bonne grille de lecture, vous dites, pour cette année-là. Avec les 3G, green, grey et geek. Je la connaissais pas, celle-là. Green pour la transition énergétique. Bien sûr. Voilà. Grey pour les plans d'infrastructure, donc c'est tout ce qui est métaux, mines, matériaux de construction, etc. Et geek, la digitalisation. Je pense qu'effectivement, avec le confinement, etc., il va y avoir encore pas mal d'investissements dans le digital, et donc on reste à l'achat sur les valeurs technologiques. Ah, je retiens les 3G. Effectivement, copyright, Roland Caloyan, Société Générale CIB, mais je retiens les 3G. Si on prend le premier G, le thème du green, c'était un des grands thèmes là aussi que vous portiez en fin d'année dernière pour cette année 2021. Les valeurs, les purs players de l'énergie renouvelable atteignent des valorisations stratosphériques aujourd'hui. Comment est-ce qu'on joue encore ce thème en bourse quand on estime qu'on n'est pas suffisamment investi sur ce thème de long terme de la transition énergétique écologique ? Comme vous l'avez dit, c'était un des thèmes qu'on pousse et qu'on continue à pousser. Le Green Deal européen, 43 valeurs qu'on a identifiées. L'année dernière, je rappelle juste, 48% de performance sur un marché européen qui a fait -2. Sur ce basket-là, sur ce panier que vous avez défini. Sur ces 43 valeurs, depuis le début d'année, +5 sur un marché qui fait +2. Donc ça continue.
Et évidemment, j'ai quotidiennement la question des valorisations. Donc si on regarde le PE moyen de ce panier, c'est 26 fois, le marché est à 18 fois, ça vous fait une prime de 45%. Et finalement, si on trace cette prime et qu'on regarde un peu en historique, l'année dernière, juste avant la crise du coronavirus, on était déjà sur une prime à 45% sur ces valeurs identifiées comme bénéficiaires du Green Deal. Donc ça n'a pas empêché ce panier d'avoir une performance de 50% par rapport à l'indice. Et finalement, quand on regarde le profil de croissance de ces valeurs-là, j'ai pris le consensus. 2022, on devrait avoir un bénéfice qui est à 35% au-dessus de celui de 2019 que je prends comme référence. Bien sûr. Le marché, c'est 10% qui est attendu. Donc 35% contre 10%, ça mérite effectivement une prime. Donc finalement, si on compare cette thématique green aux autres valeurs de croissance, 26 fois, c'est ce que vous payez pour le MSCI Europe Growth, c'est ce que vous payez en moyenne pour le luxe, la tech en Europe. Alors si vous comparez au marché américain, le Nasdaq, aussi valeur de croissance, là on est sur du 30 fois, donc on est même moins cher. Ouais, mais comment vous faites pour arriver à seulement 26 fois de PE là, sur ce panier de valeurs que vous avez défini chez Société Générale? Parce que, encore une fois, quand on regarde les pure players de l'énergie renouvelable, j'imagine qu'on est sur des multiples bien plus importants, Roland. Diversifier, ne pas se concentrer sur quelques petites poches. La transition énergétique, il y a beaucoup de valeurs, beaucoup de segments qui vont en bénéficier et certaines sont encore délaissées. Donc oui pour l'hydrogène, oui pour l'éolien, oui pour la voiture électrique, mais on a tendance à oublier tout ce qui est matériaux de construction avec l'isolation, on a tendance à oublier le train qui va être aussi développé. Donc ça, c'est aussi ce qui va permettre finalement d'avoir une approche plus diversifiée et de ne pas se concentrer sur quelques titres. Ouais, c'est ça, l'arbre qui cache la forêt, quoi. Voilà, et dans nos 43 valeurs, vous en avez à peine une dizaine aujourd'hui qui se traitent avec un PE au-dessus de 30. C'est-à-dire que les 3/4 se traitent encore avec des valorisations où on ne peut pas parler de bulles en dessous de 30. Bon, thème bien en place, évidemment, le thème de la transition écologique avec le Green Deal européen qui reste le fer de lance de ce thème sur le plan politique et sur le plan des investissements. Je voulais qu'on dise un mot du Brexit pour finir. Vous l'avez cité comme un des incertitudes de fin d'année qui a pu être levée. Est-ce que ça ouvre de nouvelles perspectives pour les marchés boursiers britanniques, pour les actifs britanniques, Roland? Ça fait 4 ans et demi qu'on n'a absolument aucune visibilité sur le Brexit. Et à chaque fois, on nous promettait à la fin de l'année, on va décider, à la fin de l'année, on va décider. Donc il y avait clairement une incertitude pour les ménages, une incertitude pour les entreprises, une incertitude pour les investisseurs. Et finalement, c'était les actifs anglais, depuis 3-4 ans, qui étaient complètement délaissés. C'est vrai quand on regarde la devise, le sterling, c'est vrai quand on regarde aussi les marchés actions. Et finalement, aujourd'hui, le marché actions anglais, le FTSE 600, l'indice phare, se traite avec une décote de 36% quand on compare au S&P 500. 36% de décote sur le PE. C'est un niveau de décote qu'on avait atteint en 2009, au cœur de la grande crise financière. Donc j'essaie de mettre en avant ici à quel point le marché anglais est aujourd'hui décoté. Alors, quand on dit FTSE 600, on pense tout de suite à des biais sectoriels. Il y a beaucoup de matières premières, il y a beaucoup de banques, etc. On se dit, est-ce que c'est pas ces biais sectoriels? Et en fait, on a fait une étude où on montre que finalement, cette décote, elle est valable aussi quand on compare secteur par secteur. C'est-à-dire, vous prenez les pétrolières qui sont cotées en Angleterre par rapport aux américaines, vous avez une décote. Le tabac, vous avez une décote. Les industriels, vous avez une décote. Donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, il y a une vraie décote. Liée à la place de cotation, liée à... Et le Brexit va permettre évidemment les flux de revenir, les investisseurs internationaux de revenir sur le marché anglais. Donc là, effectivement, il y a une opportunité aussi pour ceux qui cherchent des petits dossiers un petit peu délaissés. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Je le rappelle, Roland Caloyan qui est avec nous en plateau, responsable de la stratégie Action européenne de Société Générale CIB, et Nouran Charer, une fois encore directeur de la gestion de Mansartis. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h sur Bismart.